Bienvenue. Et puis, au nom du Centre Genre à l'Institut des hautes études internationales et du développement, on est très content de soutenir et puis d'être le co-host de cet événement ce soir. Je ne vais pas faire très long. Je vais en parler davantage des projets que nous on mène au Centre Genre sur justement ces thématiques d'égalité genre, droit à l'alimentation et puis commercialisation de l'agriculture. On mène un projet depuis 2015 où, avec des partenaires au Ghana et puis au Cambodge, on étudie des changements liés à cette commercialisation de l'agriculture et l'impact sur les relations genre et aussi sur la sécurité alimentaire. Mais je vais en parler davantage plus tard. De toute façon, j'aimerais juste vous remercier d'être venus. Je sais que c'est souvent difficile d'avoir un public après une longue journée de travail, aussi avec beaucoup d'autres événements qui sont très prenants ici à Genève. Mais merci d'être là et puis merci aussi de Swissaid d'avoir pris l'initiative pour organiser cet événement et les partenaires de Swissaid, dont la coopération de Genevois et puis la ville de Genève. Et puis, j'espère qu'on aura une discussion riche et puis participative avec les gens qui sont là. Merci. Merci, madame. Bonsoir, mesdames et messieurs. On m'a proposé de faire quelques mots d'introduction. Donc, vous avez eu les salutations de l'institution qui nous accueille. Et j'aimerais vous transmettre les salutations de la Fédération genevoise de coopération, dont d'ailleurs IHEID est membre fort apprécié. Et j'aimerais tout d'abord saluer l'initiative de Swissaid de Genève, qui est membre de la Fédération genevoise de coopération. J'aimerais aussi signaler que la Fédération genevoise de coopération soutient cette soirée, donc est partenaire de cette soirée. J'aimerais vous remercier, Swissaid Genève, d'avoir agendé ce thème ce soir pour la Journée mondiale de l'alimentation, un thème comme nutrition saine, le rôle des parents. C'est un thème qui nous paraît parfaitement adéquat pour cette journée, d'ailleurs pour toutes les journées de l'année. Et quand on regarde un peu plus loin, qu'est-ce que ça veut dire ? Nutrition, ça nous fait penser au droit à l'alimentation, qui est un des droits fondamentaux inscrits dans le Pacte des Nations Unies pour des droits économiques, sociaux et culturels. C'est une des bases de toute action de développement et de coopération dans le Sud. Nutrition saine, alors ça vient à son heure, parce que ça rejoint un autre aspect, c'est la dimension santé, et donc on peut ajouter au droit à l'alimentation le droit à une alimentation saine, et ça paraît tout à fait cohérent et logique. Puis le rôle des parents, c'est aussi un très bon thème, parce que c'est un thème qui intègre deux enjeux. D'une part, la transmission d'un savoir-faire, donc l'enjeu générationnel, et l'enjeu, la répartition des tâches et des rôles au sein de la famille. C'est aussi un enjeu qu'on peut qualifier d'enjeu genre, mais qui est un enjeu tout à fait transversal également, qui fait quoi à la maison quand les enfants sont là. Alors, vous avez donc déjà un certain panorama thématique, mais j'aimerais aussi vous dire que pour la Fédération genevoise de coopération et ses 60 associations membres, l'enjeu agroalimentaire en général est un enjeu qui sort en premier quand on prend le volume financier et le nombre de projets. Un tiers en volume financier des projets soutenus par le biais de la Fédération de coopération sont des projets dans le périmètre agroalimentaire. Donc des projets de production, de soutien à la production agricole ou des projets de soutien à l'accès à l'alimentation et évidemment une alimentation saine et adéquate pour la population. Quand nous mettons en avant ce thème, nous nous référons à un certain nombre, de documents ou de sources. On peut prendre, par exemple, dans les 17 objectifs de développement durable, vous avez le numéro 2, c'est fin zéro, avec toute une déclinaison au niveau des cibles. On peut prendre le droit à l'alimentation, que j'ai déjà cité. Mais du côté production, il y a aussi la déclaration sur les droits des paysans, que les Nations Unies ont validé à la fin de l'année dernière, et tout l'enjeu de la souveraineté alimentaire. Et au sein même de la Fédération genevoise de coopération, depuis quelques mois,
voici quelques mois, nous avons adopté une déclaration sur la souveraineté alimentaire. Et je signale aussi que Suicide Genève est un des moteurs d'une plateforme qui a beaucoup travaillé et qui continuera bien sûr de travailler là-dessus, qui est la plateforme souveraineté alimentaire. Alors tous ces éléments sont convergents, donc la santé, la production alimentaire, la consommation alimentaire, les droits des paysans, et nous aident à voir, ou à entrevoir, ou à revendiquer aussi des solutions à ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine agroalimentaire. Je donnerai juste un exemple qui est plus focalisé sur l'alimentation, puis c'est la journée de l'alimentation, et peut-être moins sur les droits des paysans ou la souveraineté alimentaire en tant que telle, mais aujourd'hui, environ 80% de l'alimentation dans les pays industrialisés est préparée par d'autres que soi. En général, on fait vite les courses dans un supermarché et on achète des aliments préparés, au point que même dans les restaurants, maintenant, on a dû créer un label fait maison, puisque, semble-t-il, dans beaucoup de restaurants, on réchauffait au micro-ondes ou autrement des choses que d'autres avaient faites. Donc on a délégué notre alimentation à d'autres, et comme on le sait, très souvent, cette nourriture qu'on appelle, qui est en partie ce qu'on appelle le fast-food, contient trop de sucre, contient trop de graisse, contient des agents conservateurs, contient trop de sel, et avec les effets sur la santé qu'on connaît. Et on voit aujourd'hui que cette propension à l'alimentation industrielle, y compris derrière les boissons sucrées, qui gagne avec une grande vitesse et une grande force de frappe aussi le Sud. Évidemment, c'est un immense marché à prendre qui, évidemment, là aussi, met au défi les populations et qui, d'ailleurs, montre que le savoir-faire alimentaire peut être une réponse aux préparés par d'autres. Il en résulte que les maladies dites de civilisation, comme l'obésité, le diabète et d'autres, ne sont de loin plus le privilège, entre guillemets, douteux des pays industrialisés, mais se répandent avec une grande rapidité dans les pays dits émergents en particulier, et dans les catégories dites émergentes de l'ensemble du Sud global. On a aujourd'hui 820 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim, mais il y a 2 milliards de personnes qui sont, j'allais dire en surpoids, mais en difficulté de santé parce qu'elles mangent trop. Et du coup, par exemple, l'OMS nous dit qu'en 2025, il faudra compter avec 700 millions de diabétiques. Donc 700 millions de diabétiques dans le monde, ça fait un être humain sur 12. Peut-être qu'en 2025, il y aura plus de population, ça sera peut-être encore plus important. On verra, mais l'évolution donc, du Sud rejoint tout à fait les biais alimentaires qu'on a dans le Nord. Puis je conclurai en vous rappelant le système global, comme il fonctionne. Pour produire ce fast-food, on déboise massivement, à grande vitesse, les forêts tropicales. Pour produire, par exemple, de l'huile de palme, pour produire le soja, pour produire du soja qui n'est pas destiné à l'alimentation humaine, alors qu'il y a des gens qui ont faim dans la région, mais qui sert à engraisser les animaux de rente qui, chez nous, ensuite, nous conduisent à manger trop de viande et pas forcément de la bonne viande. Donc, en plus, dans notre pays, par exemple, on importe par année près de 300 000 tonnes de tourteaux de soja. On n'a pas le droit d'importer de l'OGM, mais c'est comme du tourteau de soja, pour augmenter le rendement de nos vaches laitières. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait quand le prix du lait chute ou qu'on a trop d'excédents laitiers dans les pays industrialisés? On les réexporte dans le Sud, où ça concurrence la production locale. Donc on est bien conscient qu'aujourd'hui, on est dans un système qui est vraiment aberrant, qui a perdu, j'ose pas la comparaison parce que c'est un mauvais jeu de mots, qui a perdu le Nord, mais c'est vraiment ça, on a perdu la boussole alimentaire quelque part, et de pair avec la notion de souveraineté alimentaire au niveau des producteurs, il y a la souveraineté alimentaire au niveau des consommateurs, et face aux aberrations du système agroalimentaire global, le savoir-faire culinaire est bien une des clés d'une réponse locale. Alors je crois que ce soir, il y aura une belle convergence entre les différentes contributions qui sont annoncées. Puis merci encore d'avoir agendé ce thème qui nous donne un éclairage concret et qui nous permettra de voir plus clair sur ce qu'on veut faire. Parce qu'une fois qu'on a reconnu les enjeux, soit de santé humaine, soit de santé de la Terre, et qu'on a compris que la santé humaine et la santé de la Terre vont de pair, eh bien, on peut sortir de cette salle avec un peu d'optimisme en se disant on a
un peu plus d'éclairage sur ce qu'on peut faire. Alors c'est avec ces mots que je voulais ouvrir cette rencontre. Merci beaucoup. Bonjour, mais je suis très ému de vous voir parce qu'on a travaillé pendant 3 mois, ou voire 4, sur ce projet et on a envoyé plein de médias différents. Il y a eu un Global Outreach qui était assez intense et finalement peu de personnes sont dans la salle, donc j'espère que même s'il y a peu de personnes dans la salle, j'espère quand même que ce dont on va parler aura de l'impact, non pas parce qu'on en a parlé dans les médias, mais aussi parce qu'après, on aura des éléments concrets grâce aux panélistes qui sont très divers, mais très complémentaires, et que ça nous donnera des idées après pour faire quelque chose. Alors, bon, je m'appelle Denis Rescard, je suis le vice-président de Suisse-Aid Genève, et je vais vous dire 3-4 mots. J'ai oublié mon pense-bête, donc je vais le dire de mémoire. La première, c'est remercier. Je voudrais vraiment remercier tous les partenaires, la FGC, IHEID, la ville de Genève et le canton. Pourquoi je les remercie? Parce que dès qu'on a eu cette idée, ils ont envoyé, ils ont couru après, ils ont été tout de suite d'accord, ils nous ont donné toutes les facilités. Et pourquoi? Parce qu'ils voient eux-mêmes que c'est un enjeu immense. C'est un enjeu immense en Suisse et au Sud. Donc en fait, je les remercie d'être cet enthousiasme. Je remercie aussi les panélistes qui ont été aussi rapides. Alors je ne vais pas les introduire parce que nous avons Fabien Mouhiedine qui va nous en parler. Donc je veux remercier Fabien, parce que lui, il ne va pas pouvoir se remercier tout seul. Donc, Fabien est quand même directeur adjoint à Tamedia. Il a vraiment autre chose à faire. Et aussi, il a vu cet enjeu. Il a dit, je prends mon temps. Je vais vous travailler lundi, mardi. Je m'occupe de ça. Et je m'occupe et je vais essayer de construire une table ronde qui sera proactive, qui permettra vraiment un débat constructif. Donc, merci. Fabien, c'est important d'en parler. Et je veux aussi remercier mon équipe de Suisse-Aid Genève. Pourquoi? Parce que notre président est là et il n'a pas le temps du tout. C'est le maire quand même du Grand Saconnet, il est dans le budget et il court d'une place à l'autre. Donc Laurent Gimaja, viens, montre-toi pour montrer que tu existes. Voilà. Et aussi Anaëlle, qui était ma compagne pendant 3 mois, qui a travaillé jour et nuit, sauf le vendredi, parce que c'est un jour de congé, et pour m'aider pour la partie communication. Et Anaëlle, où es-tu? Où es-tu, Anaëlle? Ah, bonjour, merci, Anaëlle. Voilà, ayant dit cela, je vais dire un tout petit truc sur Suisse-Aid Genève. Pourquoi nous, on s'intéresse tout d'un coup à la souveraineté alimentaire? Bon, ou aux enjeux de l'alimentation nord-sud. Bon, il y a 4 bonnes raisons à ça. La première, c'est que notre rôle, c'est vraiment de sensibiliser sur les défis, et les défis qu'on voit vraiment conjointement entre le Nord et le Sud. Quand on parle de problème d'alimentation, ce n'est pas un problème du Nord ou du Sud, c'est vraiment les deux. La deuxième chose, c'est qu'on essaie de faciliter les synergies. On ne pense pas que nous avons raison tout seuls ou que les autres ont tort. On pense qu'en fait, c'est un problème assez complexe d'où il y a beaucoup d'acteurs. Donc, on est vraiment très content justement d'avoir ce format de table ronde où on a des acteurs très différents. La troisième, c'est qu'on a aussi une volonté vraiment de donner aux acteurs au Sud l'occasion de parler dans un contexte international, et c'est pour ça qu'on a quand même organisé ça autour de Madame Barry. Hein. Donc voilà, j'ai que des bonnes nouvelles de vous du monde entier, donc j'espère que ce sera à la hauteur. Parce que, enfin voilà, donc c'est très important que vous ayez l'occasion de vous. Et puis la dernière chose, c'est que quand même, on parle, mais on agit aussi. Donc, on a aussi des projets dans le Sud. On a des projets dans différents pays, en particulier en Afrique. Donc, on s'appuie sur des expériences concrètes. Voilà, c'est un peu notre schéma de travail. On dit ça. Sur l'alimentation, c'est quand même maintenant, on est dans le vif du sujet, c'est l'objectif 2 des Nations Unies, donc c'est pas de la rigolade. S'occuper de faim zéro, c'est un objectif primordial. Bon, ça passe évidemment à la fin de la pauvreté, parce que ça c'est général, mais l'objectif de faim zéro, c'est le 2e objectif pour 2030 qui a été établi en 2015. Pour autant, actuellement, que ce soit la nutrition ou que ce soit l'alimentation, les indicateurs ou avancent beaucoup trop lentement ou même reculent. Donc, notre ami de la FAO va pouvoir les détailler lui-même. Moi, je ne vais pas passer à ça. Mais en fait, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On a 2 tendances. L'une
un côté une sous-alimentation généralisée avec 2 milliards de personnes qui sont quand même sous-alimentées, avec une tendance qui, en plus, s'empire depuis 2015. Et d'autre part, un surpoids avec aussi plus de 2 milliards de personnes. Avec ça, c'est encore pire, parce que la tendance, non seulement elle augmente, mais là, elle galope, elle explose. Pour la première partie, la sous-alimentation qui augmente, bah oui, en effet, nous avons 820 millions de personnes qui ont encore faim, donc 11% de la population mondiale, avec des régions qui sont plus touchées que d'autres. 2 milliards de personnes affectées par l'insécurité alimentaire, dont 53% quand même en Afrique. L'Afrique particulièrement touchée, et ça c'est quand même un paradoxe parce que l'Afrique, vous savez, c'est quand même un grand exportateur de fruits, de légumes et d'autres commodités agricoles. L'autre paradoxe, c'est que c'est les femmes et les enfants qui sont particulièrement affectés. Un tiers des femmes en âge de procréer sont déclarées anémiques, plus de 20 millions, c'est-à-dire une naissance sur 7, avec un poids trop bas chaque année et aucun progrès sur ce sujet depuis 2012. Alors, c'est vraiment un paradoxe parce que, enfin, c'est difficile de comparer les hommes avec d'autres sociétés, mais il faut savoir que souvent, dans les autres sociétés, qu'on va dire pas les animaux, mais bon, même si bon, c'est un peu difficile de dire ce qu'on est des animaux et tout, ça peut provoquer les gens, mais il faut savoir que dans la plupart des autres sociétés, on protège les femmes et les petits enfants parce que c'est le futur de la génération. Et souvent, on ne protège pas du tout les hommes qu'on laisse et qui dépérissent. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Mais dans d'autres cas, en fait, c'est le contraire. C'est les femmes qui en pâtissent le plus. Et pourquoi elles en pâtissent? Pour 3 raisons. La première, en fait, au niveau de la décision politique de choix de produire, c'est la plupart du temps pas elles qui choisissent. Donc au niveau des exploitations agricoles, on me disait là que c'était que 6% des exploitations agricoles qui étaient contrôlées par des femmes en Suisse. En Afrique subsaharienne, c'est même pas 5%. La deuxième chose, c'est que les femmes, ben oui, elles se sacrifient pour leurs enfants au niveau familial souvent, et lorsqu'il y a des disettes, surtout dans le sud, eh ben c'est elles qui vont même pas se nourrir pour donner à manger à leurs enfants, à leur progéniture. Et puis la dernière, ben, il faut quand même que c'est elle qui porte les fœtus, hein, et le fœtus, il grandit en fait au détriment de la maman. Hein, voilà. Donc c'est pour ça qu'il a intérêt à être bien mangé, qu'elle a intérêt à bien manger, parce que sinon le fœtus déjà il est mal foutu lui-même, mais la maman aussi. Alors, mais d'un autre côté, on a l'aberration totale. L'évolution humaine, c'est vers le surpoids et l'obésité. Ça touche quand même 2 milliards d'adultes et 300 millions d'enfants, dont un tiers obèses. Et le pire, c'est les enfants, parce que les enfants de 5 à 9 ans, eh ben 44% qui sont en surpoids, en fait, eux, ils sont obèses. Et ça, c'est vraiment un gros problème, parce qu'en fait, des problèmes de santé comme ça, en bas âge, se répercutent à l'âge adulte sur le diabète, sur les problèmes d'infarctus et d'autres choses. Bon. Alors, pour ces tendances qui sont vraiment dramatiques, parce qu'il y en a quand même la moitié du monde qui est ou sous-poids ou en surpoids, on a deux grandes raisons. On a les raisons qu'on va dire exogènes, en disant macro, oh, c'est pas vraiment dû au système alimentaire, non, mais nous on fait ce qu'on peut, c'est pas nous. Et puis les raisons, on va dire endogènes. Alors, je vais parler un peu des raisons exogènes, parce qu'elles me chatouillent un tout petit peu, parce que souvent, c'est des raisons pour dire on ne peut rien faire. Alors, la première raison qu'on nous avance, c'est les conflits. Oui, comme il y a des conflits, c'est quand même difficile pour alimenter les gens. Mais il faut savoir que les conflits sont aussi le résultat d'un type d'agriculture. C'est-à-dire que quand on a donné les terres arables à certaines personnes, quand on a donné les ressources en eau à certaines personnes, quand on a donné les endroits les plus fertiles, évidemment, c'est aussi une cause de conflit. Donc, l'agriculture, le problème agricole n'est pas qu'une conséquence des conflits, mais ça en est aussi une cause. La deuxième, c'est le climat. Alors, on nous dit, oui, avec les climats qui varient et tout, l'humidité, on ne sait plus quelle plante planter, mais il faut savoir que l'agriculture, le système agricole actuel est en fait la première cause
du changement climatique. Pourquoi? Parce que c'est la première cause des gaz à effet de serre. Et ça, les gens ont tendance, c'est assez nouveau qu'on en parle, mais il faut quand même savoir qu'entre 30 et 50%, ça dépend qui calcule, quand c'est sorti dans un rapport scientifique, ils sont assez conservateurs, donc ils ne sont pas sortis à plus de 30%, mais quand c'était évidemment Grain, qui est plutôt une ONG, ils ont sorti près de 50%. Et pourquoi c'est aussi énorme? Parce que dans le système alimentaire actuel, nous avons des problèmes dans la production à la déforestation, au transport sur de longues distances. On a aussi des problèmes de packaging, on a des problèmes phytosanitaires d'épandage, on a des problèmes de mécanisation et on a des problèmes de réfrigération. Et du coup, en fait, et après, l'élimination, parce qu'un tiers des aliments sont après éliminés ne sont même pas mangés, ils sont éliminés. Ils ne sont même pas éliminés pour l'agriculture, non, ils sont éliminés dans des centres d'incinération. Donc, en fait, c'est l'aberration ultime. Et donc, le troisième problème qu'on a, c'est la stagnation économique. Et c'est clair que les économies qui ont choisi un modèle économique sur des agricultures de rente, que ce soit le cacao, que l'huile de palme, le soja et tout, sont dépendants de ces exportations. Mais en fait, on a un problème structurel et on peut regarder que les valeurs d'échange des produits agricoles, en fait, s'effondrent sur d'année en année parce que ce sont que des produits de base et en fait, les différents pays se retrouvent en compétition les uns avec les autres. Du coup, les pays qui ont fait ce choix de vendre que des agricultures de base se retrouvent en fait souvent dans des situations économiques assez difficiles qui leur rendent quasi impossible la sécurité sociale et l'aide sociale pour leur population générale. Donc, pour vous dire que les causes exogènes ne sont pas si exogènes que ça, et maintenant pour les causes endogènes, et le rapport de la FAO nous le donne assez bien, on peut avoir 4 grandes causes pourquoi les gens se retrouvent dans cette situation d'insécurité. La première, évidemment, c'est la fragilité économique, l'inégalité des revenus. En amont de la chaîne de production, ça touche souvent les petits paysans. Et en aval de la production, c'est les marginalisés de notre système économique, c'est-à-dire ceux qui ont des petits revenus, chômeurs, vieux, petits boulots. La deuxième, c'est les gens socialement peu informés, l'isolement social et culturel. Et là, on voit le problème de la destruction sociale lié un peu à notre modernité et marqué par une espèce de consommation de masse et l'essor des mégalopoles. Le troisième problème qu'on a, c'est certaines régions du monde sont vraiment plus affectées que d'autres. Évidemment, l'Afrique, quand je l'ai parlé, un peu l'Asie aussi. Et puis la dernière, les femmes plus que les hommes. Alors, on a du coup 4 cercles concentriques où on a finalement 4 peines qui s'additionnent. Et donc le pire, c'est d'être une femme en Afrique qui est fragilisée économiquement dans un tissu social délité. Voilà. Néanmoins, il faut noter que toutes les régions du monde sont affectées, que les hommes sont affectés aussi, et que des endroits déstructurés socialement sont affectés aussi. Bon. Ce qui veut donc dire que pour résoudre, on va dire, à obtenir les objectifs d'alimentation avec l'objectif 2, on se rend compte assez rapidement qu'en fait, il faut toucher à d'autres objectifs qui sont l'égalité des sexes, réduire les inégalités de revenus, les modes de consommation, de production, le changement climatique, la paix, et sont liés dans des partenariats. Dans ce contexte-là, un des points d'ancrage les plus clairs, c'est le centrage sur les femmes, parce qu'on se rend compte que c'est elles qui sont les plus affectées, alors que finalement, c'est elles qui pourraient aider le plus à la société, à la famille et à leurs enfants. Donc, dans ce contexte-là, Suicide a fait une campagne sur 2 observations fondamentales. C'est que la première, c'est qu'au niveau de la production, finalement, de l'exploitation, les femmes ne le contrôlent pas, la plupart du temps. Donc, il y a un statut, on pourrait dire, d'exploiter. Et deuxièmement, on constate aussi que ce système, ce problème d'exploitation perdure dans le temps. Donc, lié à cela, à ces 2 observations fondamentales, il y a 2 demandes. Demande que la politique agricole suisse 22 et plus, elle fasse quelque chose pour que les femmes soient considérées comme actives sur l'exploitation et qu'elles aient droit à la sécurité sociale comme employées. Et puis deuxièmement, sur la coopération internationale, il faut quand même
que la sécurité sociale, non, la sécurité alimentaire devienne un thème prioritaire. Et ça, finir là-dessus. Ich bin Bäuerin. Dorje le sije, se daje le sije, ja. Meine Kinder, mein Mann und meine Familie sind das Wichtigste für mich. Et que je travaille 12 heures. Loje gumadu karur domdu. Ntonje ndor, ganal jelum, jenai kara, togumaskaru, morereal. Und trotzdem gibt es zu viele Bäuerinnen, die ohne Lohn arbeiten. Bayan kusam goto. Und trotzdem ist unsere Stimme in den bäuerlichen Organisationen und der Gesellschaft zu schwach. Ba, mak yan dor galni, lokadum dor, muton ganum gu, nga kom ge guto. Et pourtant, dans mon pays, je suis considérée comme sans activité lucrative et je n'ai pas de couverture sociale suffisante. Et pourtant, parce que je suis femme, je n'ai pas droit à la terre. Faites preuve de courage, soyez forte. Zusammen für eine gerechtere Welt. Bon, voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous laisse donc voilà, ensemble. Merci beaucoup.